Merci, Monsieur le Président. Projet de loi numéro 13/2025 portant statut et protection des lanceurs d'alerte. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, l'intercommission constituée par la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains et la Commission de la culture et de la communication s'est réunie le vendredi 22 août 2025 sous la présidence de M. Abdoulaye Tall, président de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains, à l'effet d'examiner le projet de loi numéro 13/2025 portant statut et protection des lanceurs d'alerte. Le gouvernement était représenté par M. Ousmane Diagne, ministre de la Justice, garde des Sceaux, entouré de ses principaux collaborateurs. Ouvrant la séance, M. le Président a d'abord, au nom de l'intercommission, souhaité la bienvenue à M. le ministre ainsi qu'à ses collaborateurs. Il lui a ensuite adressé ses félicitations et vœux de succès dans l'accomplissement de ses missions avant de lui donner la parole pour la présentation de l'exposé des motifs sous-tendant le dit projet de loi. Relativement à l'exposé des motifs, M. le ministre indiquera que les scandales financiers, sanitaires et environnementaux ont fini de convaincre sur l'importance du rôle des lanceurs d'alerte dans la bonne gestion des affaires publiques ou privées et la préservation de la démocratie. À cet effet, il soutiendra que sur le plan normatif, le Sénégal a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption adoptée à Mérida, Mexique, le 31 décembre 2003. En ses articles 32 et 33, dira M. le ministre, la Convention fait de la protection des lanceurs d'alerte un socle essentiel de la lutte contre la corruption. En outre, il a rappelé que le Sénégal est signataire de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption adoptée à Maputo le 11 juillet 2003, qui fait obligation aux États parties d'entériner, je cite, des mesures législatives et autres pour protéger les informations et pour protéger les informateurs et les témoins dans les cas de corruption et d'infractions assimilées, y compris leur identité. Fin de citation. De surcroît, a-t-il ajouté qu'au niveau sous-régional, le protocole additionnel de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur la démocratie et la bonne gouvernance, adopté à Dakar le 21 décembre 2001, rappelle à son article 5 l'exigence d'établir des mesures, je cite, pour assurer une protection effective et adéquate des personnes qui, en agissant de bonne foi, fournissent des informations sur des actes de corruption. Fin de citation. Au plan national, M. le ministre a soutenu que l'article 25-3 de la Constitution sénégalaise dispose que, je cite, « Tout citoyen a le droit de défendre la patrie contre toute agression et de contribuer à la lutte contre la corruption et la concussion. » Fin de citation. À travers cette disposition, dira-t-il, le constituant rappelle l'obligation de vigilance et de rôle prépondérant du citoyen dans les préservations du bien public et la défense de l'intérêt général. Par ailleurs, M. le ministre fera savoir que la criminalité économique et financière a atteint des proportions inquiétantes par l'accumulation et la dissimulation de fortes sommes d'argent à travers des commissions d'actes illicites, notamment l'escroquerie, la corruption, la concussion, le trafic d'influence, le détournement de fonds, les fraudes ou encore le blanchiment de capitaux. Il s'ensuit que les organes de prévention et de répression éprouvent des difficultés manifestes à lutter efficacement contre ces infractions. Dès lors, M. le ministre a indiqué que la protection des citoyens qui, par leurs actions, promeuvent la défense de l'intérêt général, se pose avec acuité en ce qu'ils peuvent être exposés à des licenciements abusifs, refus d'avancement, menaces, procédures judiciaires, pression, intimidation ou violence,
etc. Dans cette optique, il dira que l'État s'est ainsi résolument engagé à consacrer le statut de lanceur d'alerte et à définir une procédure garantissant la confidentialité par la mise en place d'un mécanisme interne et externe de recueil, de transmission, de divulgation des signalements, de dénonciation aux autorités compétentes. En outre, il faudra noter que le présent projet de loi donne une large définition du lanceur d'alerte, fournit une base légale de protection des lanceurs d'alerte, précise le champ des informations considérées comme un signalement et définit la procédure applicable. Il institue en même temps un mécanisme d'autodénonciation suivant des modalités précises. Afin de se prémunir d'éventuelles représailles, M. le ministre a indiqué que le texte offre une immunité pénale aux lanceurs d'alerte et lui offre le choix de divulguer ces informations en interne ou auprès des autorités extérieures compétentes. Il consacre, entre autres innovations, la définition du prête-nom de biens, de fonds ou d'avoirs illicites pour les personnes physiques ou représentants de personnes morales, autres que les bénéficiaires effectifs. De même, M. le ministre a rappelé qu'il habilite à l'organe anticorruption de recevoir et à investiguer sur les signalements et les informations divulguées par les lanceurs d'alerte, les prête-noms de biens, de fonds ou d'avoirs illicites, ainsi que les personnes qui s'autodénoncent et se soumettent volontairement à la restitution d'avoirs illicites. Intervenant à leur tour, vos commissaires ont adressé leurs félicitations et encouragements à M. le ministre avant de faire part de leurs préoccupations et suggestions, qui pour l'essentiel se résument au point ci-après. D'emblée, vos commissaires ont salué la pertinence de ce projet de loi portant statut et protection des lanceurs d'alerte, qui revêt, selon eux, une importance capitale en matière de transparence, de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. À cet égard, il a été préconisé d'étendre le champ d'application du dit projet de loi à toutes les questions d'intérêt général relatives notamment aux atteintes à la santé publique, à l'environnement, ainsi qu'à toute infraction d'ordre économique. Dans le même siège, vos commissaires ont soutenu la nécessité de supprimer la condition de l'activité professionnelle, adossée à la définition du lanceur d'alerte, pour permettre à toute personne qui le souhaite de dénoncer des pratiques illégales, des risques ou menaces contraires à l'intérêt général, tout en bénéficiant de la protection qui en découle. Parallèlement, ils ont invité M. le ministre à s'investir davantage sur une bonne communication pour permettre au public d'être édifié sur les critères d'identification d'un lanceur d'alerte et les canaux de signalisation mis à leur disposition. Toutefois, certains commissaires ont estimé que le présent projet de loi vise à promouvoir l'espionnage et la dénonciation qui, aux antipodes de nos valeurs sociales et des principes religieux. Par ailleurs, il a été exprimé des réserves concernant la récompense financière des lanceurs d'alerte ou prête-noms, ainsi que le pourcentage exorbitant prévu à cet effet. Selon eux, la contrepartie financière du signalement peut ouvrir une voie à une professionnalisation du lanceur d'alerte ou divulgation d'informations malveillantes ou calomnieuses qui posent un risque accru de dénaturer l'esprit de la loi. À cet égard, il a été préconisé de durcir les sanctions découlant des mauvaises intentions ou de fausses accusations afin de prévenir les abus et la délatation. Sur le même sujet, il a été recommandé, d'une part, de préciser au niveau des articles 19 et 20
que la dite récompense est octroyée à la personne qui fait une divulgation conduisant à une condamnation définitive de la personne poursuivie, et d'autre part, de définir clairement le cas où l'organe de lutte anticorruption sera habilité à déterminer le montant approprié afin de parer à toute possibilité de confusion. Vos commissaires ont également tenu à savoir si la diffusion des photos, des vidéos attestant des pratiques et des comportements illégaux pourront constituer une infraction susceptible d'engager la responsabilité du lanceur d'alerte ou du dénonciateur. Dans la même perspective, ils ont souhaité des clarifications sur les modalités de rémunération prévues à l'absence d'une condamnation financière ainsi que sur le caractère imposable du montant de la récompense. Poursuivant leurs propos, vos commissaires ont jugé opportun de préciser les critères de choix du référent et d'enlever les prérogatives d'enquête qui lui sont attribuées afin de pallier au risque d'abus. Ils ont en outre interpellé M. le ministre sur les critères d'appréciation des risques de dissimulation ou de destruction de preuves et des mesures alternatives à prendre lorsque le signalement porte sur des faits mettant en cause leur référent interne ou son complice. Dans le même ordre d'idée, certains commissaires ont estimé que dans les entreprises privées, le signalement effectué par le canal d'un référent peut porter atteinte au principe de l'anonymat et freiner les initiatives d'alerter par peur d'être victime de rétrogradation ou de refus de promotion. Par ailleurs, il a été indiqué de prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter l'autodénonciation du prête-nom puisse constituer un moyen de se soustraire à des sanctions pénales. Vos commissaires ont également tenu à savoir si les revenus des médecins qui exercent cumulativement dans le secteur public et le privé peuvent être considérés comme un enrichissement illicite. Enfin, s'intéressant au fonds spécial de recouvrement des biens et avoirs issus de la fraude, il a été recommandé que ces ressources financières proviennent exclusivement de montants recouvrés et de financements publics afin de garantir pleinement son indépendance. Reprenant la parole pour donner suite aux interpellations de vos commissaires, Monsieur le ministre les a d'abord remerciés pour la qualité des débats et la pertinence des questions posées avant d'apporter des éléments de réponse à leurs préoccupations. De prime abord, Monsieur le ministre dira que le présent projet de loi s'inscrit dans une logique d'encourager les citoyens à signaler les fraudes et autres pratiques illicites ou illégales afin d'accroître les opportunités de lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Tout de même, il s'accorde avec vos commissaires en rappelant que la notion de lanceur d'alerte est, certes, relativement récente, mais l'action de dénoncer une mauvaise conduite pour le bien commun reste une pratique ancienne. Dans ce cadre, il faudra noter que le dit projet de loi portant statut et protection des lanceurs d'alerte ne fera que conforter la réglementation contenue dans le Code de procédure pénale qui prévoit en son article 32 que, je cite, « Le procureur de la République reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner. » Fin de citation. À cet effet, Monsieur le ministre est amplement revenu sur le rôle crucial que joue la dénonciation dans la mise en œuvre de l'action du procureur, mais également dans les secteurs de la douane et de la police, où des indicateurs fournissent des renseignements précieux dans le cadre de la lutte contre la criminalité et la fraude. Par ailleurs, abordant la question de la récompense des lanceurs d'alerte, il reste d'avis avec vos commissaires que la situation actuelle des scandales financiers portant
sur des montants extrêmement élevés témoigne de la légitimité de s'interroger sur le pourcentage du montant à octroyer et le risque que certaines personnes consacrent toutes leurs activités à la recherche de faits pouvant conduire à un signalement. Toutefois, il faudra savoir qu'il ne suffit pas de lancer une alerte pour prétendre à la récompense, mais il faudrait-il que l'information divulguée aboutisse à des résultats probants pour que la contrepartie financière soit accordée. De plus, il soutiendra que les dispositions de l'article 9 confèrent à l'organe de lutte anticorruption les prérogatives de déterminer le montant qu'il estime juste, raisonnable et plus conforme à l'intérêt général. Dans certains cas spécifiques où, lorsque les 10% du montant recouvré se révèlent exorbitants. Pour conclure sur ce sujet, M. le ministre soutiendra que toutes les mesures nécessaires seront prises à travers des décrets d'application afin de circonscrire les risques et d'éviter tout effet contre-productif. Revenant sur les préoccupations ayant trait aux référents internes, M. le ministre fait savoir que la saisine ne revêt aucun caractère obligatoire, ce qui signifie, selon lui, que le lanceur d'alerte est libre de procéder à un signalement par voie interne dès lors qu'il estime qu'il est possible d'y remédier efficacement, tout comme il peut choisir de procéder directement à un signalement externe au siège de l'autorité compétente, sous couvert ou non de l'anonymat. Le lanceur d'alerte est également libre de divulguer publiquement les informations transmises dans le cadre du signalement, s'il a des motifs sérieux de penser que le référent est mis en cause ou en connivence avec l'auteur des faits, ajoutera M. le ministre. Il indiquera, dans le même sens, qu'aucune sanction disciplinaire ne peut découler d'un signalement effectué par le canal du référent interne, conformément aux dispositions de l'article 9, qui prévoit une liste de mesures de protection contre les représailles faites à l'endroit d'un lanceur d'alerte ou de ses parents et alliés, y compris la rétrogradation ou le refus de promotion. Sur la question de la diffusion d'images de personnes s'adonnant à des pratiques illégales, allant à l'encontre de l'intérêt général, il faudra noter que cette possibilité est accordée lorsque la violation porte sur des faits graves et manifestes. À cet égard, il a souligné l'impérative nécessité de se conformer au principe du secret, dans certains cas protégés par la loi et les règlements. Réagissant à l'exonération accordée au prête-nom qui s'autodénonce, il a soutenu que les avantages financiers et la dispense de responsabilité pénale ne peuvent être envisagés que dans la seule mesure où aucune poursuite judiciaire n'est initiée à son égard ou à l'endroit du principal propriétaire des biens, fonds ou avoirs illicites. Sous ce rapport, il indiquera que ces mesures d'exonération font partie du fonctionnement normal de la justice. En guise d'exemple, il faudra noter que dans une enquête judiciaire, lorsqu'une personne mise en cause est disposée à faire des déclarations incriminant ses complices, le procureur peut prendre l'engagement de la mettre hors cause si les informations données sont de nature à conduire des résultats probants dans le dénouement de l'enquête. Parallèlement, il est revenu sur la question du caractère imposable du montant de la récompense, en soulignant que les revenus et gains exceptionnels ne font pas l'objet d'imposition. Tout de même, il a indiqué que cette question ne relève pas de sa compétence et que les personnes habilitées
se chargeront de déterminer la catégorie de revenus dans laquelle les montants seront classés. Invoquant la question du cumul d'activités dans le secteur de la santé, Monsieur le ministre a soutenu que cette pratique qui consiste pour des médecins d'exercer leurs fonctions à la fois dans le secteur public comme privé est admise lorsqu'elle fait objet d'une réglementation. À cet égard, il informera que du temps du président Léopold Sédar Senghor, cette pratique était encouragée pour lutter contre la fuite de cerveau. Concluant son propos, M. le ministre a indiqué que le dit projet de loi s'inscrit dans une dynamique nouvelle qui comporte des risques nécessitant d'être circonscrits dans le cadre des décrets d'application ainsi qu'à travers une évaluation efficace pour en analyser les résultats et identifier les insuffisances afin de l'améliorer et de la perfectionner à l'usage. Au moment du vote du projet de loi, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vos commissaires ont examiné des projets d'amendement présentés par le gouvernement qui ont été adoptés et annexés au présent rapport. Satisfait des réponses apportées par le ministre, vos commissaires ont adopté à l'unanimité le projet de loi numéro 13/2025 portant statut et protection des lanceurs d'alerte. Il vous demande d'en faire autant s'il ne soulève de votre part aucune objection majeure. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, avez-vous des observations de forme à faire sur le rapport? Oui, Monsieur le Président. À la page 6, quatrième paragraphe. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Hein? Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. À la page 6, quatrième paragraphe. De prime abord. Abord, c'est collé. C'est pas à accent grave. À la page 7, toutefois, premier paragraphe, toutefois, il fera savoir qu'il ne suffit pas de lancer une alerte pour prétendre à la récompense, mais faudrait-il, encore faudrait-il, hein? Il faut ajouter encore. Page 8. Quatrième paragraphe. Invoquant la question du cumul d'activités, je crois qu'il doit prendre S. Dans le secteur de la santé, Monsieur le ministre a soutenu que cette pratique qui consiste pour les médecins d'exercer, à exercer. C'est tout, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mes chers collègues, avez-vous des observations de forme sur le rapport?